Située aux confins du continent qui lui a donné son nom, l'Afrique du Sud est un pays aux multiples contrastes. La nation arc-en-ciel rêvée par le prix Nobel de la paix Desmond Tutu n'est encore qu'un lointain mirage. Ici, plus qu'ailleurs en Afrique, les inégalités sautent aux yeux. 25 ans après la fin de l'apartheid, la société sud-africaine est encore en pleine reconstruction. Blancs et noirs s'y côtoient, plus qu'ils ne s'y mélangent au sein d'une société à deux vitesses. Grand comme 2 fois la France, le territoire s'étend du cap de Bonne-Espérance à la frontière du Zimbabwe. Sur près de 2000 km, il dévoile des paysages à la beauté unique. Grâce à de nombreuses ressources naturelles et des exploitations agricoles modernes, le pays est l'un des leaders économiques du continent. Mais ce développement est menacé par les assauts du climat. Du nord au sud, le territoire est ainsi régulièrement confronté à des inondations. Elles frappent en premier lieu les populations les plus pauvres du pays. C'est pas facile de vivre ici. Nous avons vraiment besoin d'aide maintenant. Inondations d'un côté, sécheresse de l'autre. À quelques centaines de kilomètres de là, c'est le manque d'eau qui prend à la gorge des producteurs de maïs. Il devrait plus être comme ça. Celui-ci doit peser 150 grammes. Normalement, on devrait avoir 200-220 grammes. Plus au sud, début 2015, confrontés à des records de température durant l'été, ce sont les hauteurs du Cap qui s'embrasent. Nous allons connaître davantage de journées très chaudes. Et les feux que nous avons connus dernièrement se sont justement produits lors des journées les plus chaudes jamais enregistrées. Avec plus de jours caniculaires comme cela, nous risquons davantage d'incendies. Avec une hausse de sa température moyenne qui pourrait atteindre 2 à 3 degrés d'après les experts du GIEC, l'Afrique du Sud, dont la population a presque doublé depuis la fin de l'apartheid, doit se préparer à mieux faire face à ces aléas climatiques. Au sud-ouest du pays, la ville du Cap est considérée par les Afrikaners comme la cité mère de l'Afrique du Sud. C'est ici que les Boers, les premiers colons européens, débarquent au XVIIe siècle. Dominée par la montagne de la Table, elle offre des paysages spectaculaires et constitue une destination prisée des touristes. Mais derrière cette carte postale, la ville dévoile un autre visage. À 20 minutes en voiture du centre-ville, s'étendent les Cape Flats, une vaste plaine qui concentre l'essentiel des townships de la ville. Des ghettos hérités du régime de l'apartheid. Nourris par un flux ininterrompu de migrants venus des campagnes pour chercher du travail, ils sont peu à peu devenus des bidonvilles tentaculaires, divisés en une multitude de quartiers. 2 millions de personnes y vivent, l'équivalent de la population de Paris. Joyce est arrivée dans celui de Khayelitsha en 2004. Son travail, l'entretien des sanitaires communs, qu'elle effectue grâce à l'un des rares points d'eau du quartier. Vous voyez, toutes les toilettes sont là. Je dois commencer ici. Installées en 2013, ces toilettes apportent un peu de dignité à une population qui, sans eau courante ni évacuation, est confrontée à de nombreux problèmes sanitaires. Des conditions d'hygiène qui se détériorent gravement en cas d'inondation. Chaque année ou presque durant l'hiver, le même scénario se répète, avec plus ou moins d'intensité. Ce mois de juin 2014, des pluies diluviennes s'abattent sur la ville. 8000 habitants se retrouvent sinistrés. Une eau sale et polluée stagne alors pendant plusieurs jours dans le quartier, avec son corollaire de moustiques et de maladies. En langue Xhosa, Khayelitsha signifie nouvelle maison.
Comme beaucoup, celle de Joyce n'est qu'une baraque en tôle où vivent sa mère, sa fille et ses 2 petites filles. C'est ici que je dors avec mes enfants. Et voici l'endroit où nous cuisinons. En hiver, lorsque tombent de fortes pluies, la situation de la famille devient invivable. L'eau est déjà montée jusqu'ici. Parfois, il se met à pleuvoir énormément. L'eau s'engouffre partout dans la maison. C'est ici que dort ma mère. L'eau s'infiltre de tous les côtés, elle passe à travers cette porte. Quand elle rentre, vous ne pouvez pratiquement plus passer. Et vous ne savez plus quoi faire de toute cette eau, tellement il y en a. Vous essayez d'écoper, de nettoyer comme vous pouvez. Vous êtes bien obligé de limiter les dégâts. Vous ne pouvez pas laisser tout ça dans cet état, mais la plupart du temps, il faut attendre que l'eau s'évacue. Quand cela arrive, on nous emmène à la salle communautaire. Là-bas, on ne nous donne même pas de vêtements secs, alors que les nôtres sont trempés. La salle communautaire, la voici. Mais cette année, elle ne pourra pas abriter la population en cas d'inondation. À Khayelitsha, la colère gronde. Tout peut basculer rapidement. Quelques semaines avant notre tournage, une manifestation d'habitants réclamant des logements décents dégénère. En guise de protestation, les émeutiers mettent le feu à la salle communautaire. Lors des derniers déluges, Joyce et les siens y sont restés abrités jusqu'à 3 mois consécutifs. Cette année, ils n'ont plus qu'à espérer que les pluies les épargnent. Regardez dehors. Il n'y a pas de place. Nous avons juste assez d'espace pour faire sécher notre linge. Parfois, il y a beaucoup de moustiques. C'est pour cela que j'ai un masque de calamine. C'est pour me protéger. C'est pas facile de vivre ici. Nous avons vraiment besoin d'aide maintenant. La situation de Joyce est loin d'être un cas isolé. Chaque année, 10 000 nouvelles maisons de tôle se construisent dans l'ensemble des townships du Cap, le plus souvent en zone inondable. Face à cet autre visage de la ville, les services municipaux s'avouent un peu dépassés par l'ampleur de la tâche. Le foncier est un énorme enjeu pour installer ce flux de nouveaux arrivants. Et à cause de cela, nous sommes sous pression pour gérer la question des inondations. Parce que les gens s'installent sur des terrains qui ne sont pas habitables. Le défi, c'est de sécuriser les espaces ouverts, car durant l'été, comme ces endroits sont secs, les gens viennent s'y installer, alors que nous les avions parfois fait évacuer. Empêcher l'accès à ces espaces vulnérables est la priorité de la mairie. En attendant, les équipes de gestion des risques font ce qu'elles peuvent pour venir en aide aux populations. Ce jour-là, nous suivons l'une d'entre elles dans un bidonville en pleine campagne de sensibilisation. L'hiver arrive, donc nous venons dans les communautés comme ici, avec ce petit guide qui explique comment se prémunir des inondations avec quelques mesures de bon sens. Par exemple, quand il pleut, il ne faut pas laisser les enfants jouer dehors. L'eau est sale et peut être contaminée. Les gens doivent aussi penser à se laver régulièrement les mains pour éviter les maladies. Et là, nous montrons qu'ils peuvent lutter facilement contre les inondations en surélevant leur sol pour rester au sec. Quelques bons réflexes qui permettront peut-être à la population de passer l'hiver plus en sécurité, mais qui ne suffisent pas toujours à la rassurer. Chaque année, les pluies reviennent. Cela nous inquiète.
Quand l'eau arrive par ici, elle stagne et se pollue. C'est là que nous avons besoin de vous pour venir drainer tout ça et boucher les trous. Ok, mais c'est aussi à vous d'entretenir les évacuations. Vous devez vous assurer qu'elles ne soient pas obstruées à l'approche de l'hiver. Ce sont des choses simples que vous et moi pouvons faire. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour faire ça. Et ensuite, quand on aura des financements, on pourra envisager des projets. There is a pond there somewhere there. Yeah. But now we are having a challenge of the gentleman because of this is a water. La mairie finance déjà des projets. À 2 pas de là, dans un bidonville voisin, les machines de chantier terminent le remblai d'une zone inondable. Des travaux qui ont coûté 50 000 € et qui, selon leurs responsables, devraient permettre de préserver les habitants des eaux stagnantes. Comme vous pouvez le voir, nous avons rehaussé cette plateforme assez haut afin de maintenir les gens hors de l'eau. Nous l'avons également inclinée légèrement afin que l'eau soit évacuée en cas de forte pluie. Sur le papier, c'est efficace, mais il va falloir passer le test des premières pluies pour en être sûr. Pour mieux juger d'une éventuelle amélioration, voici à quoi ressemble généralement cette zone après de fortes pluies. C'était comme ça. Aucune route d'accès. Les gens ne pouvaient pratiquement pas sortir de chez eux pour aller travailler. Stanford est le leader de cette communauté. Il a été choisi par les habitants du bidonville pour les représenter auprès des autorités. Pour lui, ces travaux sont indispensables. Comme vous pouvez le voir, il y a de l'eau ici. Tout était comme ça avant. C'est ici que nous avons notre robinet. Si vous voulez passer, vous devez sauter. C'est pour cela que l'on a mis des pneus. Cette zone devrait être remblayée prochainement. En attendant, ce point d'eau est toujours utilisé quotidiennement. Trois jours plus tard, nous sommes de retour au bidonville. En ce mois d'avril, une averse vient rappeler l'arrivée imminente de la saison des pluies. Un grand déménagement se prépare. Les maisons situées le long de la route vont être reculées d'une centaine de mètres pour être installées sur le nouveau terre-plein. À qui cette cabane? Et celle-là? À Radébé. Ah, Radébé, ok. Stanford doit s'assurer que les 15 familles habitant ici auront quitté la zone avant les premières grosses pluies. Ils sont en train de démonter cette cabane. Une fois que ce sera fait, elle sera chargée dans un camion et on pourra la reconstruire là-bas. Voisins et amis viennent leur prêter main forte. Il leur faut à peine une demi-heure pour démonter ces habitats de fortune. Stanford veille à ce que chacun s'installe sur l'emplacement qui lui est attribué. Où est ton emplacement, toi? De l'autre côté, là-bas. Où ça, l'autre côté? Mais il n'y a plus de place là-bas. Oui, mais ceux qui ont écrit mon nom sur la liste, ils m'ont dit que je devais aller là-bas. Qui a dit ça? Mais c'est nous qui décidons et qui faisons l'enregistrement officiel des gens. Allez, montre-moi. Tiens, regarde, c'est ici ton nouvel emplacement. Maintenant, ce monsieur va recevoir son matériel.
Comme ce vieil homme, chaque famille reçoit 3 poutres et 3 morceaux de tôle fournis par la mairie. À peine de quoi améliorer sa bicoque. Stanford en a conscience. Ce déménagement ne peut être qu'une solution provisoire. Il attend pour les membres de sa communauté une solution pérenne. Des logements en dur, ailleurs, sur une zone plus sûre. Un projet promis par l'État, mais qui n'a toujours pas vu le jour. Nous étions censés attendre 18 mois qu'on nous alloue des terres. Mais au final, le projet a été déprogrammé. Le terrain n'était toujours pas disponible. On nous dit maintenant que par chance, d'ici 12 mois, ce projet de logement devrait voir le jour. Mais nous restons positifs. Nous allons finir par les avoir, ces logements. Si ce projet émerge, cette zone inondable sera de nouveau déserte. Mais pour combien de temps ? Bien au-delà des townships du Cap, les inondations représentent un fléau pour l'ensemble du pays. À Pretoria, la capitale, les ingénieurs de la météo nationale gardent un œil en permanence sur leurs écrans de contrôle, à l'affût d'un possible événement extrême. L'Afrique du Sud est située entre une région climatique aride et une région semi-aride, ce qui fait que nous subissons des sécheresses parfois très sévères, mais aussi de graves inondations. Donc nous sommes soumis à tout un éventail d'événements climatiques. Alors que la saison des pluies s'achève dans le nord-est, elle commence à peine au sud-ouest. Un contraste qui n'offre aucun répit au pays. Nous avons parfois des cyclones tropicaux qui arrivent de l'océan Indien et qui touchent la côte est. Mais ces cyclones pénètrent également dans les terres et causent de nombreux problèmes dans le nord-est, notamment dans la province du Limpopo. Par exemple, dans la zone de l'Epalale, il y a un pont qui a déjà été reconstruit 2 fois déjà, suite à des inondations, et qui a été de nouveau détruit. Pour rallier l'Epalale depuis Pretoria, il faut parcourir 300 km vers le nord. Nous sommes sur les contreforts du Waterberg, où coulent de nombreuses rivières. Elles se rejoignent toutes ici, au barrage de Mokolo. Avec ses 49 mètres de haut, il retient près de 15 millions de mètres cubes d'eau. Achevé en 1980, il permet d'irriguer les champs et abreuver le bétail. 87% de cette réserve sert à l'agriculture et à l'élevage. Un secteur qui emploie près d'un tiers de la population active. Mais certaines années, les pluies diluviennes font déborder les eaux du barrage. Dernier épisode en date, au printemps 2014. 3 semaines de crues et des milliers de sinistrés, dont les résidents de ce complexe hôtelier tenu par Misha Burger. L'eau est arrivée à peu près jusque-là, au plus fort de la crue. Impossible alors de traverser le complexe. Pendant une semaine, le bateau est le seul moyen de locomotion pour les clients, comme pour les employés. Vous pouvez voir le repère de crue là, qui indique le niveau atteint en 1996. C'est exactement le même niveau qu'en 2014. L'hôtel compte une trentaine de chambres. Elles se retrouvent toutes complètement submergées. Voici la rivière Mogol. On ne voit pas très bien d'ici, mais de l'autre côté de la rive, on distingue des bancs de sable. L'eau a commencé à s'infiltrer par ici vers 8 h du matin et a franchi la barrière. C'est un endroit très vulnérable ici. Oui, on peut le dire. Mais je crois qu'on est plutôt en sécurité. Je ne pense pas que ça pourra être assez fort pour mettre nos vies en danger.
Vous ne pouvez rien faire pour éviter ça? Non. Non, on ne peut rien faire contre Mère Nature. Même si on construit un mur haut comme ça, l'eau contournera de ce côté, donc ce sera pire. Difficile d'imaginer que la rivière Mogol, si calme ce jour-là, puisse inonder toute la région. Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'elle provoque un tel désastre. À l'entrée de la ville de Lepalale, ce panneau rappelle les épisodes les plus dramatiques. Tous les 20 ans, en moyenne, les inondations font la une de l'actualité de cette petite ville de 65 000 habitants. Léonie Kruger est la rédactrice en chef du Mogol Post, un magazine hebdomadaire en langue afrikaans. Elle s'est installée à Lepalale en 2007. Ça, c'était en face de l'hôtel de ville. Et le titre dit « Sous les eaux ». Et si vous regardez à l'intérieur, il y a des photos d'entreprises sinistrées. Il y avait des arbres au milieu de la rue. C'est le pire événement que vous ayez connu? Oui, depuis que j'habite à Lepalale, c'est le pire. Je n'ai jamais vécu une telle expérience. Ces journalistes prennent des milliers de photos un peu partout, en ville comme ailleurs dans la région. 3000 personnes sinistrées, une dizaine de ponts et de routes détruits par les flots. Ce sont les fermiers qui ont le plus souffert, parce que les routes n'étaient pas bonnes et qu'ils ne pouvaient pas sortir de leur maison. Ça, c'est une ferme à une quinzaine de kilomètres de la ville. On y est allé pour secourir les gens, mais le fermier nous a dit « Non, il y a mes chèvres, 15 chèvres sur une colline à côté de la maison. » Donc les ouvriers les ont prises pour les mettre dans le 4x4, et les poulets aussi. Il y avait 15 chèvres à l'arrière de cette voiture, et l'eau allait nous emporter. C'était comme l'arche de Noé. Je me suis sentie un peu comme Noé. Les Afrikaners représentent aujourd'hui 10% de la population de Lepalale. Ce sont des fermiers en grande majorité. Pendant ces longues semaines de déluge, des dizaines d'entre eux, installés à l'extérieur de la ville, sont coupés du monde. Seuls les hélicoptères peuvent les approvisionner. Ici, c'était le principal centre de crise. Nous distribuions la nourriture aux autres à partir d'ici. Tout était envoyé par hélicoptère et par bateau, essence, diesel, nourriture. Et nous avons été isolés pendant 3 semaines. C'était une aventure. Les autorités vous ont-elles aidé? Non, nous n'avons eu aucune aide. On n'a pu compter que sur le secteur privé. Pourquoi ça? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à votre question. Les gens du secteur privé ont vraiment fait un travail fantastique. Malgré les risques réels d'inondation tout au long de la rivière Mogol, de nouvelles constructions poussent comme des champignons. Des lodges, des hôtels ou même de nouvelles résidences. Ils sont installés sur des zones marécageuses où il est pourtant interdit de construire. Nous contrôlons absolument tout ce qui se développe autour de la ville. Mais le développement des lodges dépend de leurs propriétaires. La plupart de ces exploitations font plus de 700 hectares. Les lodges sont construits en plein milieu des terrains où justement coule la rivière. Tout le monde sait que le fleuve passe par ici. C'est pour ça qu'ils construisent à cet endroit, parce que la vue est belle. Mais ils ne prennent pas en compte le risque d'inondation. Le développement de Lepalale ne semble pas près de s'arrêter. En une dizaine d'années, avec la construction de la centrale électrique de Medupi, la ville a vu sa population multipliée par 3. En 2015, les inondations semblent avoir épargné la province du Limpopo. Le déficit de pluie de l'été pourrait même annoncer une sécheresse hivernale. Un grand écart climatique habituel
pour cette région semi-aride. À 400 km de là, la sécheresse est déjà une réalité pour les fermiers afrikaners. Direction le Free State, l'État libre, l'ancien fief des boers. Au fil du 19e siècle, ces colons paysans venus d'Europe s'établissent progressivement sur ces plaines fertiles qui représentent à leurs yeux la terre promise. On y cultive du blé, du soja. L'Afrique du Sud est même le premier producteur du continent de maïs. Mais la récolte 2015 s'annonce comme la pire depuis 1992. Hannes Asbrock possède 2000 hectares de maïs dans la région de Bothaville. D'ici à quelques semaines, il va commencer sa récolte sans grande illusion. Regardez ce qui se passe ici. La plante est très petite. Ce n'est pas habituel d'avoir de si petits épis. Il devrait plus être comme ça. Celui-ci doit peser 150 grammes. Normalement, on devrait avoir 200-220 grammes. Donc même cet épi est en dessous de la moyenne. Et si vous regardez tout autour de vous, vous voyez que la récolte s'annonce très mauvaise. L'été 2015 met à rude épreuve ces champs avec 22 jours consécutifs de température caniculaire, jusqu'à 45 degrés. C'est triste. Vous pouvez regarder très loin au-dessus des champs. Mais normalement, les maïs sont très hauts. Ils vous cacheraient la vue. C'est un très mauvais signe. On ne peut pas irriguer. On n'a pas d'eau et c'est trop cher d'irriguer en raison des prix élevés de l'électricité. Nos récoltes dépendent totalement de l'eau de pluie. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hannes a mesuré 220 mm de pluie sur la saison, 2 fois moins que pour une année normale. Vous voyez, il y a une grande disparité en fonction des parcelles. Sur certaines zones, il a un peu plu, alors que sur d'autres, le niveau est bien en dessous des précipitations normales. Si vous allez un peu plus loin, les plants sont en bien meilleur état. Vous voyez comme ici, ça c'est une hauteur normale. Quelques pluies éparses qui ne changent rien. Pour Hannes, c'est déjà l'heure des comptes. Cette année, mes pertes vont se chiffrer au minimum entre 150 et 225 € par hectare. Au total, cette sécheresse lui coûte 450 000 €, plus d'un tiers de son chiffre d'affaires. Vous supportez ces pertes d'année en année, pendant les 3 ou 4 récoltes qui suivent. Et si vous êtes confronté de nouveau à une mauvaise saison, vous ne vous en sortez pas. Vous devez vendre votre ferme ou faire autre chose. S'il peut supporter les conséquences d'une telle sécheresse, de nombreux exploitants agricoles doivent jeter l'éponge. Sur les conseils d'Hannes, nous partons à la rencontre de l'un de ses voisins. Regardez-moi ça, c'est minuscule. Cette année, Willy Prenslow s'attend à des pertes colossales. Face à cette situation,
il s'apprête à prendre une décision radicale. Je me pose vraiment la question si je dois rester ici en Afrique du Sud. Je suis allé au Canada rendre visite à des fermiers sud-africains installés là-bas. Leurs conditions de travail sont bien meilleures. Pour chaque dollar que vous investissez, le gouvernement canadien investit à la même hauteur. Par exemple, si vous investissez 6 $, il met la même chose et au bout de 5 ans, si vous avez des difficultés, un fonds de stabilité intervient pour vous venir en aide. De quoi rassurer Willy, qui a de moins en moins confiance en l'avenir que lui réserve son pays. Cet exil au Canada, Willy ne peut l'imaginer seul. Il souhaite partir avec ses 4 enfants, tous impliqués dans l'exploitation familiale. Dans l'exploitation, les équipes s'activent en prévision de la récolte. Ces machines rutilantes seront bientôt prêtes à moissonner. Des investissements récents qui font douter son gendre Jürgen de l'opportunité d'un exil à l'autre bout du monde. C'est très loin d'ici. Vous devez tout déménager. Démarrer une ferme à partir de rien, ce n'est pas facile. Donc nous essayons vraiment de trouver la meilleure opportunité. Ce qu'on recherche en priorité, ce sont des pluies plus régulières, des prix plus stables et ce genre de choses. Pour le moment, on est heureux ici, mais on continue de chercher. Malgré ses réticences, Jürgen partira avec toute la famille au Canada cet été pour repérer ce qui pourrait bien devenir leur nouvel Eldorado. Si les fermiers sont aujourd'hui en plein doute, c'est que la sécheresse arrive au plus mauvais moment. Leur situation devient de plus en plus difficile. D'après l'un des principaux syndicats agricoles, une 60aine de fermiers blancs seraient assassinés chaque année dans le pays. La sécurité est devenue une obsession. La plupart vivent barricadés dans leurs fermes, bien à l'abri derrière leurs clôtures électrifiées. Mais plus encore, leur principale inquiétude, c'est la réforme agraire à venir. Promise après l'apartheid par le président Mandela, elle vise à redistribuer 30% des terres des Blancs à la population noire. Une population jusqu'ici cantonnée au rôle d'ouvriers agricoles et qui vit toujours à l'écart, en marge des grandes exploitations. En 25 ans, rien n'a changé ou presque. Les Blancs représentent encore 85% des 36 000 exploitants agricoles du pays. Basé à Pretoria, Jannie de Villiers dirige le syndicat Grain SA. Il défend les intérêts de tous les céréaliers du pays, blancs comme noirs. Malgré cette sécheresse historique, il attend peu d'aide de la part du gouvernement. On va clairement devoir s'adresser au gouvernement. Je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Je ne pense pas que l'on va obtenir beaucoup d'aide, mais le gouvernement aidera peut-être les nouveaux entrants, ces fermiers noirs qui commencent leur activité. Ils sont de plus en plus nombreux, mais pour la plupart, c'est très difficile car ils n'ont pas de trésorerie provenant de récoltes antérieures. Ils luttent. Donc nous espérons que le gouvernement nous aide, peut-être en garantissant les pertes et en les amortissant sur les années suivantes. Ce genre de choses s'est fait dans le passé, donc peut-être le verrons-nous à nouveau. S'ils sont les premières victimes de la sécheresse, les agriculteurs ne sont pas les seuls. Au bout de la chaîne, il y a le consommateur. À l'échelle du pays, la production de maïs blanc a chuté d'1 tiers en 2015. Une véritable menace pour les populations qui en dépendent. Nous avons besoin de beaucoup de maïs pour des raisons de stabilité alimentaire. C'est un aliment de base ici. Et cette année, nous n'allons même pas produire 70% de nos besoins. Donc nous allons devoir importer. Et comme l'ensemble de l'Afrique australe a connu une sécheresse, le maïs va devenir très cher. Le maïs est clairement menacé. Il y a beaucoup de modèles qui montrent que certaines régions ne pourront plus en produire en raison de la hausse des températures. C'est un très gros enjeu pour le pays. En 2015, pour répondre à la demande locale, le pays importe du maïs, provoquant une hausse des prix de 30%. Face à la menace de sécheresse plus fréquente,
l'Afrique du Sud se retrouve confrontée à un défi majeur, adapter son modèle agricole. Une transformation qui pourrait passer par la rotation des cultures, voire une délocalisation progressive des exploitations vers des terres plus propices. Retour au Cap. La région abrite une végétation qui ne pousse nulle part ailleurs dans le monde, le fynbos. Fynbos, un mot afrikaans qui signifie « buisson délicat ». À première vue, cette broussaille n'a rien d'exceptionnel. Pour en percer les mystères, il nous faut les yeux d'un expert. Sean Privett est botaniste. Depuis plus de 20 ans, il étudie avec passion cet écosystème qui recèle bien des trésors. Mais aujourd'hui, il est inquiet, car cette végétation unique est menacée par un réchauffement du climat. Ce matin-là, nous le suivons au cours d'une mission d'étude. Dans cet environnement, Sean n'est jamais à l'abri d'une nouvelle surprise. Wow, look at this. Regarde-moi ça, Lily, viens voir. C'est un Mystropétalum tomii. C'est une plante parasite, elle vit toute l'année sous terre et tu ne la vois que quand elle fleurit. Voici les fleurs. En 20 ans, c'est peut-être la deuxième fois que je vois cette plante. C'est très excitant et c'est la magie du fynbos. Tu pars marcher et tu trouves toujours quelque chose de différent. Après tant d'années d'observation et d'études, Sean n'en finit pas de s'émerveiller pour le fynbos. Un peu plus loin, une protéa royale. Cette fleur est devenue l'un des emblèmes du pays. Des 9500 espèces de plantes du fynbos, 70% sont endémiques. Chaque pas est une découverte. Cela change tout le temps. Cela fait 20 ans que nous étudions la fleur ici et nous avons trouvé 785 espèces différentes de plantes dans une toute petite zone, 2000 hectares. 6 d'entre elles étaient totalement inconnues et nous avons 7 espèces endémiques rien que dans cette réserve, qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Pour mieux comprendre la particularité du fynbos, il faut prendre un peu de recul. La région du Cap constitue à elle seule l'une des 6 grandes régions florales du monde. Elle compte sur un territoire grand comme le Portugal une densité d'espèces 3 fois supérieure à celle de la forêt amazonienne. Une flore d'une densité et d'une diversité si remarquables que l'UNESCO l'a classée au patrimoine mondial de l'humanité. Cette concentration de plantes rares est une richesse pour le pays. D'après une étude universitaire sud-africaine, le fynbos rapporterait chaque année près de 750 millions d'euros. Grâce au tourisme et surtout à la commercialisation de certaines de ces plantes, comme le rooibos, qui ressemble à une sorte de thé rouge. Pour Sean, cette végétation est menacée par un climat plus sec. Mais seul un travail de terrain peut le confirmer. Il y a 20 ans, Sean a ainsi analysé 50 parcelles différentes disséminées dans la réserve, chacune contenant des espèces de plantes bien différentes. C'est l'une de ces parcelles qu'il recherche. Vous le voyez? Non, je vais aller voir rapidement. Il ne devrait pas être loin de la route. Malgré une carte et une bonne mémoire, pas facile de retrouver ces marques. Où est ce truc? En 1996, Sean ne disposait pas d'un GPS. Voilà celui que je cherche. Numéro 20. Le piquet qui sert à repérer la parcelle a disparu. Ils ne sont pas faciles à trouver. Parfois, le piquet tombe par terre. S'il reste debout, il est facile à repérer. C'est probable qu'un babouin ou un animal l'a fait tomber.
Après un bon quart d'heure de recherche, Sean retrouve enfin son site d'étude. Ah, Lily, j'ai trouvé. Pour l'étudier, Sean quadrille le terrain à la manière d'un archéologue. You got a pen, Lily? Okay. À partir du piquet, il installe un filet en l'orientant vers le sud-ouest, exactement comme il y a 20 ans. Un filet divisé en 10 carrés égaux qui lui permet d'évaluer la place occupée par chaque espèce. That one you must pull out more. Get it tight and straight. On regarde espèce par espèce. On identifie tout ce qui se trouve dans la zone de 50 mètres carrés que l'on a délimitée et on mesure le pourcentage de surface occupée par chaque espèce. Ensuite, on compare avec les plantes observées il y a 20 ans pour voir s'il y a eu des changements, aussi bien en termes d'espèces que de nombre de plantes. Voyons ce qu'on trouve. Une plante l'intéresse en particulier, la Métalésia. Si vous regardez bien les feuilles, vous voyez qu'elles sont très étroites et en forme de spirale. Et si vous regardez sous les feuilles, vous voyez des espèces de petits cheveux blancs. C'est tout un mécanisme pour éviter la perte d'eau, pour limiter la transpiration. Donc ces plantes sont adaptées pour pousser durant l'hiver, qui est humide ici, et garder cette humidité pour les longs mois d'été très secs. Mais ces dernières années, Sean remarque que les Métalésias ont tendance à mourir à la fin de l'été. Il y a 20 ans, la plante recouvrait 5% de cette parcelle. Qu'en est-il aujourd'hui? Il y a celle-là, celle-ci. Elle tiendrait très facilement dans un carré. Donc cela représente clairement moins de 5%, je dirais plutôt 1%. Donc ça fait une grosse différence si on compare avec il y a 20 ans. Même s'il est trop tôt pour tirer des conclusions, cette baisse vient hélas confirmer ses craintes. On a eu des années très chaudes et sèches, et nous avons constaté de la mortalité chez les plantes, et c'est assez inhabituel dans le fynbos. Quand vous commencez à voir ces plantes qui se sont adaptées pendant des millions d'années à ce climat, quand vous les voyez mourir vers la fin de l'été, alors vous vous demandez ce qui se passe. La région du Cap a connu durant l'été austral 2015 les températures les plus chaudes jamais enregistrées. Jusqu'à 42 degrés relevés par endroits. Si ces températures extrêmes menacent la survie du fynbos, elles représentent surtout un risque accru de départ de feu. À 2 heures de route de là, le parc national de la montagne de la Table, qui domine la ville du Cap, se remet tout juste d'un gigantesque incendie. Une ceinture de feu qui a déjà brûlé des milliers d'hectares de végétation depuis dimanche. Les autorités pensent qu'il faudra plusieurs jours pour venir à bout des flammes en raison des fortes températures qui ont atteint 35 degrés aujourd'hui. Mars 2015, attisé par des vents violents, le feu sévit durant 3 jours, malgré l'acharnement de 2000 pompiers. Le parc national brûle sur des milliers d'hectares. Le parc national de la montagne de la Table n'est aujourd'hui plus qu'une vaste terre lunaire. Il est fermé au public. Seule une dizaine de rangers y patrouillent. Peter Smith et Candice Freeman viennent s'assurer qu'aucun curieux ne s'y promène. La zone peut être dangereuse. Eux-mêmes font attention où ils mettent les pieds. Ça, c'est un trou qui a été recouvert par la cendre. Si je marche là, vous voyez que mon pied s'enfonce. C'est un jeune arbre qui a brûlé. Si vous tombez ici, vous pouvez vous blesser, vous pourriez même vous tuer. Ranger depuis 25 ans dans le parc, Peter n'avait jamais connu une telle désolation.
Au début, je ne croyais pas ce que je voyais. Puis je me suis dit, ça va aller, ils vont réussir à le contrôler. Mais après 2 ou 3 jours, vous réalisez qu'il manque quelque chose. Si Peter vit cet incendie comme un drame, pour Carly Cowell, une botaniste du parc, c'est une vraie opportunité de recherche. En 3 semaines à peine, surprise, la végétation montre des signes de retour à la vie. C'est ce qu'elle vient constater. Je regarde juste s'il y a de nouvelles espèces, de nouvelles pousses qui naissent après le feu. Et j'essaye de voir quelle zone pourrait être concernée par un phénomène d'érosion. Fire daisy. There's lots of them. Lots of them, yeah. No, that's... La vie est déjà de retour, clairement. Il y en a plein comme celle-ci. Si vous prêtez attention, vous verrez des petites taches orangées. Ce sont parmi les premières à sortir. Si le feu a ravagé cette végétation broussailleuse, de nombreuses espèces en tirent profit pour leur survie, comme cette plante de la famille des protéas. Les graines sont contenues dans ces pommes qui restent fermées en temps normal. Lorsqu'elles sont confrontées au feu, la pomme se détend, s'ouvre et relâche ses graines. Elles sont contenues dans chacune de ces alvéoles et c'est le vent qui les fait tomber. Donc s'il n'y avait pas de feu, cette plante ne serait pas capable de relâcher ses graines et se reproduire, tout en embellissant ce paysage. Si, comme les protéas, certaines plantes phénix renaissent de leurs propres cendres, d'autres paraissent immortelles. Ces plantes regerment d'elles-mêmes. Quand le feu survient, ces feuilles brûlent, mais elles protègent les feuilles plus tendres qui se trouvent à l'intérieur. Elles sont toujours vertes et elles sont toujours en train de pousser. Donc c'est un peu comme une coupe de cheveux, ça la rafraîchit. Ce qui est vieux est brûlé et ce qui est plus jeune pousse. Toute cette vigueur est libérée. Ces plantes ont développé des propriétés très particulières qui leur permettent de s'adapter au feu naturel déclenché régulièrement par la foudre. Pour le fynbos, la période idéale entre 2 feux est d'environ 15 ans. Si la végétation brûle trop souvent, la plante n'a pas le temps de grandir assez pour produire des graines. Et celles qui auraient germé dans le sol sont brûlées. Donc avec le temps, nous avons des espèces qui disparaissent. Nous perdons des espèces. Des feux trop fréquents ou d'une forte intensité pourraient donc mettre en péril à long terme l'extraordinaire biodiversité du fynbos. Mais ces incendies sont déjà une menace pour la population du Cap. Avec le développement de la ville, de nombreux quartiers d'habitation se sont bâtis à flanc de collines. Lors des incendies de mars 2015, 3 personnes perdent la vie. 500 résidents sont évacués. Partout en ville, les habitants ont les yeux rivés sur ce gigantesque brasier. Le pire incendie de ces 15 dernières années. Grâce au travail des pompiers, la progression du feu est contenue, parfois d'extrême justesse. Seule une dizaine de maisons sont détruites. Comme ce lodge, 5 étoiles, qui a pratiquement entièrement brûlé. Sa manager, Melissa Durand, a assisté impuissante à l'embrasement des lieux depuis l'autre côté de la baie, où elle réside. À 2 h du matin, quand le téléphone a sonné, j'ai ouvert les yeux et regardé la montagne et j'ai réalisé que ce feu était plus important que tout ce qu'on avait vu jusqu'à présent. C'est vraiment la chose la plus forte que j'ai jamais vécue. Ce soir-là, des vents de 50 km/h soufflent sur le cap. Les flammes ne mettent que 15 minutes à dévaler la montagne jusqu'au lodge. Heureusement, aucun de nous ou de nos clients n'a été blessé dans l'incendie. Mais malheureusement, nous avons perdu 70% du lodge.
C'était une superbe porte en bois avec un beau mur de pierre comme celui-ci. C'est la seule chose qui est restée debout en fait. En rentrant ici, vous arriviez dans un salon magnifique avec une belle table en argent dans l'entrée. Le Tin Swallow Atlantic était vraiment un merveilleux hôtel de charme. Depuis 2008, Melissa se consacre entièrement à la gestion de ce cadre luxueux, ici présenté dans un clip promotionnel. Dans son écrin de verdure, il n'aura pas résisté longtemps face aux flammes. Malgré l'intervention rapide des secours, il est trop tard pour sauver l'hôtel. Un mois à peine après l'incendie, Melissa n'a qu'une hâte, reconstruire le lodge à l'identique, au même endroit, quels que soient les risques encourus. Je pense que c'est le revers de la médaille de vivre au pied de cette montagne si riche en Fynbos. Je ne peux pas dire que j'ai peur du feu, mais maintenant je connais la puissance du feu. Et je sais que quoi que vous fassiez, du point de vue d'un hôtelier, vous devez vous assurer que vos procédures d'évacuation sont en place. Mais non, je n'ai pas peur des incendies. Vous ne pouvez pas quand vous vivez dans cette magnifique région. Des incendies dont le nombre pourrait considérablement augmenter, d'après les perspectives du groupement international d'experts sur le climat, qui redoute une recrudescence de vagues de chaleur l'été. De sécheresse en déluge, l'Afrique du Sud montre ses fragilités. Celle d'un pays en plein développement dont la croissance est fortement liée aux richesses de son territoire. Qu'elle soit rare ou trop abondante, l'eau s'avère être l'enjeu crucial des années à venir. Minée par des tensions xénophobes, les différentes communautés doivent aujourd'hui s'unir pour lutter contre les changements climatiques qui les menacent, au risque de voir imploser cette société multiraciale rêvée par Nelson Mandela.